Salut à tous, aujourd'hui est un grand jour puisque je lance ma première formation en ligne sur cette peinture. C'est une interprétation d'une peinture du grand patron Hubert Robert, et là tu vois c'est l'original, c'est celle que j'ai fait, c'est sur du papier, c'est tout petit, il y a pas mal de détails, beaucoup de travail. Donc la vidéo du jour parle de cette peinture et comme d'habitude je vais vous donner un maximum de trucs possibles dans le temps entre guillemets imparti à une vidéo YouTube, c'est-à-dire 15-20 minutes en général. C'est sûr que la formation que je vous propose à côté, il y a 8h30 de contenu, c'est pas tout à fait pareil. Tu as 2h30 de contenu commenté, où en fait c'est comme si vous étiez assis à côté de moi pendant que je suis en train de peindre et là j'explique tout ce que je suis en train de faire au fur et à mesure de A à Z, en parlant de la grisaille, des glacis, des détails, tout ce qu'il faut savoir pour faire une peinture comme ça. Et ensuite à côté il y a un bonus de 6 heures, et là pendant 6 heures c'est juste la peinture en temps réel, sans accélérer, sans commentaire, sans rien, c'est juste la peinture en temps réel, 6 heures d'un coup, boum. Et ça va vraiment servir pour les plus curieux d'entre vous, qui ont envie de voir tous les petits détails, comment faire tous les petits trucs en temps réel, etc. Donc je vais pas faire une annonce qui dure 50 ans, on va vite passer à la partie tuto YouTube comme d'hab, mais sachez tout de même qu'avec le code RobertPower, vous avez une réduction de 20%, et cette réduction, elle s'applique à tous jusqu'au 26 décembre au matin. Elle sera arrêtée le 26 décembre au matin. Donc pour ceux qui ont envie d'un contenu vraiment rapide et efficace, restez sur cette vidéo YouTube, je vais déjà vous donner un maximum de trucs, et pour les autres qui ont envie de prendre le temps d'approfondir et d'aller naturellement beaucoup plus loin, parce qu'en 15 minutes, on fait pas le même boulot qu'en 3 heures, eh bien je vous invite à aller dans la description, il y a un lien qui va directement vers la formation. Dans tous les cas, quoi que vous choisissiez de faire, je vous invite à liker ma chaîne, à partager avec vos amis, ça m'aide concrètement, et on va passer directement à la partie peinture pratique. C'est parti. Alors dans un premier temps, je vais faire un mélange de bleu outre-mer et de terre d'ombre brûlée. Comme chacun sait, ça fait du noir. Je vais faire un noir qui va être quand même plutôt chaud, donc plutôt vers le marron, avec pas mal de liquin et d'essence de pétrole. Et puis je vais faire en sorte de pouvoir recouvrir ma peinture à 100% avec cette teinte. Le but c'est juste là de me donner une première base sur laquelle je vais pouvoir travailler avec confort. Une petite parenthèse pour le dessin, puisque comme tu peux voir, le dessin ne s'en va pas au fur et à mesure que je passe ma peinture. Après avoir fait mon dessin au crayon qui m'a pris pas mal de temps, mine de rien, j'ai tout repassé avec un stylo feutre de marque Staedtler de couleur sépia, marron. Après, tu peux aussi passer au noir si ça te chante, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est d'avoir un dessin fixe qui va pas bouger du tout lorsque tu vas pouvoir repeindre à l'huile par-dessus. Et en plus, le stylo, vu que c'est quand même puissant, c'est quand même foncé, ça me permet de le voir en transparence quand même pas mal pendant assez longtemps. Le but c'est surtout pas d'effacer mon dessin au fur et à mesure que je recouvre ma peinture, ou du moins pas tout de suite en tout cas. Parce que tu l'auras certainement expérimenté aussi, il n'y a rien de pire que de te casser la tête pendant plusieurs heures à faire un beau dessin pour ensuite passer de la peinture et tout effacer, ou alors qu'il soit trop clair et que du coup on ne voit plus assez, c'est assez ennuyeux. Donc pour récapituler, dessin au crayon bien propre et tout, ensuite petit dessin au stylo, histoire de pouvoir faire tenir son dessin dans le temps, puis on efface à la gomme toutes les traces de crayon pour éviter d'avoir des pollutions qui servent à rien, et ensuite seulement on passe la peinture plus foncée. Donc ça prend juste quelques minutes de tout recouvrir un petit peu en marron. Et maintenant, petit à petit, je vais prendre un mélange avec un petit peu plus de pigment qui va être plus dense, et je vais venir l'appliquer gentiment sur les zones qui vont être les plus foncées. Mon but là, c'est de repérer les masses de valeur, on est à l'étape de la grisaille. C'est une version en noir et blanc de notre peinture. Le but, c'est juste de travailler ces foncés et ces clairs à ce stade-là. Ce qui est important, c'est de repérer les masses les plus grandes et de pas trop s'embêter avec tous les petits détails. Tu vois, là, je recouvre tout le devant, même si je sais qu'il va y avoir de nouveau du clair qui va jaillir après. Je pense en termes de masse vraiment générale. Alors, on peut voir que le bâtiment qui est au fond, pour le coup, lui n'est pas chaud, il est vraiment froid, il est sur du bleu. Ça, c'est la grosse force de Hubert Robert, c'est les communications chaud-froid dans ses peintures, elles sont toujours magnifiques. Donc lorsque je vais appliquer de la peinture pour teinter le fond, là où il y a mon bâtiment qui est de couleur froide, mais évidemment du coup je vais avoir plus de bleu dans mon mélange, moins de marron. Le but ça va être là de rendre compte un petit peu de ces différences de température aux différents endroits de la peinture. Prends le temps, prends du plaisir à faire ça au fur et à mesure que tu avances. Tu travailles sur des formes de plus en plus petites, tu rajoutes tes foncés là où ils sont censés être, etc. avant de venir ajouter ta lumière. Alors toujours avec ce même mélange, finalement juste en changeant les proportions et du coup en faisant quelque chose de plus saturé et en le mélangeant avec du blanc, je vais commencer à travailler le ciel un petit peu. C'est vraiment un choix, à cet instant j'aurais aussi pu choisir une autre stratégie et travailler plus sur les valeurs des autres paramètres de la peinture, mais j'avais envie de faire ça donc pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, comme tu peux voir d'un point de vue des couleurs, je le garde extrêmement simple, toujours bleu, marron et blanc, et je fais quelque chose de très désaturé en essayant de me focaliser sur les valeurs. Pour le coup, c'est une pâte qui est opaque, et du coup pour faire une pâte opaque, je vais mettre moins d'essence de pétrole. Il faut aussi préciser que j'ai rajouté pas mal de blanc, et que le blanc de titane est une couleur puissante qui rajoute beaucoup d'opacité à la peinture. Alors puisque je suis un mauvais élève, je finis pas ma grisaille avant de commencer à faire de la couleur, et comme tu peux voir dans le fond, j'ai déjà rajouté des arbres légèrement verdâtres, et là je suis en train de travailler un petit peu l'obélisque.
Le premier set de couleurs que je vais utiliser, puisque ce sont des couleurs très désaturées, ça va être ma base marron, bleu, blanc pour faire mes noirs, mes gris et mes températures. Puis je vais rajouter de l'ocre jaune et du terre de sienne brûlée, qui sont respectivement un jaune très désaturé et un rouge très désaturé. Le but, c'est d'avoir des couleurs chaudes, qui sont faciles à mélanger et qui ont en plus une vibration très à l'ancienne. Ce sont des couleurs naturelles de terre. Alors je vais commencer à rajouter mon blanc pour faire jaillir ma lumière. Et justement, on va prendre l'exemple de cette petite dame que je suis en train de faire là. Comme tu peux voir, avec mon blanc, je fais des taches qui évoquent la forme du personnage. On se rend bien compte que mon personnage est tellement petit que je ne peux pas vraiment peindre tout avec énormément de détails. Je commence avec quelque chose de blanchâtre mais quand même relativement gris, et ensuite je reviens avec un mélange encore plus blanc pour faire rejaillir d'autres petites lumières plus intenses. Donc finalement toute la partie qui est à l'ombre est déjà peinte grâce au fond qui est foncé, et je n'ai entre guillemets qu'à peindre la partie qui est frappée par la lumière. À ce stade de la peinture, je vais faire une pause, je vais attendre 2-3 jours le temps que ça cicative bien, que ça sèche bien, et je vais venir repasser quelques glacis. C'est tout simple en fait, c'est une couche de peinture transparente appliquée sur une couche de peinture sèche. Et là, en l'occurrence, je fais un glacis qui va être noir et qui va simplement servir à venir retonaliser, à venir redonner de la puissance au foncé de ma peinture. C'est ça l'objectif de ce premier glacis. Je suis encore dans une démarche de grisaille. Ah, maintenant on va parler d'un petit endroit intéressant, la petite dame que je suis en train de faire avec sa petite poterie qui l'entoure. Ce qui est intéressant à son propos, c'est malgré le fait que je rajoute des détails, elle n'est pas à la lumière. C'est une personne qui est à l'ombre. Et comme tu peux voir, la couleur grise que je suis en train de rajouter a beau être beaucoup plus claire que son contexte direct, son alentour direct, et heureusement parce que sinon on verrait pas ce que je suis en train de faire, mais en même temps le gris que je suis en train de rajouter est beaucoup plus foncé que le blanc que j'ai mis dans les zones de lumière, notamment sur les personnages qui sont juste à côté dans la lumière. Et ça, c'est important de comprendre qu'il y a vraiment une différence entre le traitement que tu vas faire dans ta zone d'ombre et le traitement que tu vas faire dans ta zone de lumière. Il faut comprendre que ces deux zones vont vraiment appartenir à des groupes de valeurs vraiment différents, malgré les variations qu'il va y avoir à l'intérieur. Et de la même façon que j'ai rajouté du blanc très blanc pour les zones de lumière une fois avoir fait mes glacis foncés, et bien pour le château qui est en fond, c'est pareil en fait. Une fois que j'ai fait mes glacis qui étaient très foncés, et que j'en avais fait par exemple 2 ou 3 couches et que ça me suffit, et bien je vais pouvoir venir avec une pâte plus pleine, parfois plus clair, parfois plus foncé, et venir retravailler mes détails pour créer des impressions de contraste. Le but, c'est pas forcément de recouvrir toute la peinture, tu peux te servir de la teinte du fond, mais je vais essayer de faire des variations qui vont être intéressantes et qui vont me donner une impression de pierre un petit peu. Alors pour la séance numéro 3, je vais de nouveau attendre quelques jours que ça cicative, et puis je vais bien comparer ma peinture avec ce que j'ai fait pour le moment, l'original avec ce que j'ai fait pour le moment. J'ai rajouté quelques couleurs plus vives à ma palette, mais je reste dans une combinaison bleu, rouge, jaune assez standard finalement. Je vais refaire un glacis foncé sur mon bâtiment de fond, mais en plus ça va être un glacis qui va être un peu bleuté. Ça va permettre de le foncer légèrement dans les valeurs, mais également de changer sa température et de le refroidir un petit peu. Et au cas où tu n'avais pas remarqué, je commence souvent mes séances de peinture avec des couches de peinture transparentes avant de rentrer dans l'opacité. Et ben on va pas changer une équipe qui gagne, je vais continuer de faire ça. Et je vais appliquer un glacis qui va être jaune, qui va être plutôt chaud, fait d'ocre jaune notamment, ainsi que de terre de sienne brûlée, dans la partie qui reçoit la lumière. Parce qu'évidemment la lumière du soleil n'est pas blanche comme ça, elle va être plutôt jaunâtre. Et du coup, un petit glacis chaud comme ça est super approprié pour commencer une séance. Et clairement, les amis, je pense que vous pouvez l'observer, mais c'est ça la puissance des glacis. C'est qu'il y a un moment donné où tu penses à tes valeurs, au blanc et au noir, ce qui est relativement facile au final. Et ensuite, tu t'occupes des couleurs, et du coup, à ce moment-là, tu n'as plus à te soucier des valeurs. Donc en fait, tu peux séquencer ton travail. Tu as des compétences, on va dire, des savoir-faire que tu vas utiliser à différents moments du processus de création. Et ça va te permettre de faire des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ce que tu pourrais faire si tu essayais de faire tout d'un coup au final. Ça met un petit peu tes capacités sous stéroïdes. Et là, d'un seul coup, on voit que la peinture commande à prendre vie. J'ai appliqué de la couleur sur ma grisaille et ça change absolument tout. Une fois que tu as fait tes glacis d'atmosphère comme ceux que je viens de faire, eh bien, tu reviens dans les petites zones. Là, je vais faire toute la partie qui reçoit le moins de lumière possible dans le bâtiment de fond. Et c'est certain que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, puisque si j'avais commencé par faire des détails comme ça, j'aurais pas pu faire un glacis après, ou alors il aurait de nouveau fallu que j'attende que ça cicative. Donc commencer sa séance avec des glacis légers, assez généraux, assez synthétiques, puis rentrer dans le spécifique, dans le détail, c'est une stratégie qui fonctionne, c'est pas moi qui l'invente. Et là, petit à petit, je vais commencer à pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Donc avec un petit pinceau, je vais venir appliquer les petites formes qui sont à l'intérieur des grosses formes.
Il faut bien avoir conscience que lorsque tu plisses les yeux pour grouper les masses de valeurs que tu vois, il faut quand même que tout ce que tu fais, les détails, les petites formes, les grosses formes, les moyennes formes et tout, fassent partie d'une unité lorsque ça fait partie du même bâtiment par exemple. Alors une autre chose magnifique qu'on peut faire avec les glacis, c'est l'atmosphère, la brume, tout ce qui est effet d'humidité dans l'atmosphère, de lumière qui passe au travers de l'atmosphère, tout ce qui va être de l'ordre de la particule dans l'air en fait. C'est naturellement possible de le faire sans faire des glacis, mais les glacis se prêtent énormément à ça et c'est vachement facile de le faire avec cette technique. Donc comme tu peux voir, il suffit d'avoir un blanc transparent, pas mal de médium, un pinceau bien doux, d'y aller délicatement et puis d'étaler un petit peu sa pâte sur sa peinture, en faisant en sorte que ça recouvre pas ce qu'il y a à 100%. Tu restes dans un jeu de transparence. Et ça peut être très léger. Tu vois, quand je passe ce petit glacis sur cette dame qui est en fait prise par la fumée, ça la recule légèrement parce que ça enlève ses contrastes, ça enlève sa force d'un point de vue tonal. Et cette technique-là aide énormément quand tu veux faire un petit peu d'atmosphère dans tes peintures. Ensuite, naturellement, petit à petit, à chaque fois que tu fais une séance, tu vas de nouveau refaire des petits voiles, des petits glacis de façon à pouvoir régler, on va dire, les détails les plus fins. Mais éventuellement, le plus tu avances dans ta peinture, le moins tu en fais, ou du moins le moins ils sont intenses, le plus tes glacis vont être fins, et le plus tu vas pouvoir rentrer dans le détail le plus petit. Donc c'est maintenant que je vais pouvoir rajouter des couleurs différentes pour les vêtements des différents personnages de ma scène. On voit qu'il y a une petite dame un petit peu en bleu, l'autre un peu moins bleu, une qui a une robe un peu verdâtre foncé. La personne que je suis en train de peindre actuellement est en train de recevoir un glacis plutôt chaud au rouge jaune d'ocre. Et en utilisant la transparence du glacis, ça me permet d'avoir juste en un passage une teinte sur des volumes que j'ai déjà modelés en valeur. Un autre avantage que tu vas rencontrer lorsque tu auras pris l'habitude de travailler comme ça par couches successives, c'est que tu peux vraiment super facilement accentuer un effet que tu aurais fait à la séance précédente. Je prends l'exemple là de la brume que j'ai fait avant, j'avais déjà commencé, c'était pas mal, j'avais commencé un peu d'un point de vue des valeurs, et là on va la modifier un petit peu, je vais lui rajouter de la richesse, je vais rajouter une couleur légèrement plus chaude à l'intérieur, et je vais la faire monter plus vers le ciel. Donc je vais clairement augmenter cet effet d'atmosphère qu'il y a dans cette zone de la peinture. Ça, ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu fais un glacis, si tu sens que tu es sur la bonne route, mais que ça te convient pas à 100%, que tu sais qu'il y a encore des choses à faire ou que c'est pas assez, etc., te casse pas la tête à vouloir faire le glacis parfait dès le début ou la couche de transparence parfaite. Tu peux tout à fait revenir et continuer ton processus pour accentuer l'effet en fait. Et tu t'apercevras, si c'est pas déjà fait, que lorsque tu passes des couches de transparence, quand tu en passes beaucoup, eh bien tu vas t'apercevoir qu'il y a une transparence et un espèce de jeu de miroir qui se joue à l'intérieur de ta peinture qui est un petit peu difficile à décrire, mais qui est tout à fait singulier, qui n'a rien à voir avec une peinture qui est faite avec de la pâte pleine. C'est tout à fait différent comme effet. Et plus j'avance vers la finalité de la peinture, vers la fin, et plus je vais oser partir dans des valeurs plus lumineuses, aussi dans des valeurs plus foncées éventuellement, mais surtout pour les blancs les plus blancs, je vais essayer de les garder le plus possible pour la fin. De cette façon, je vais pouvoir faire des dégradés qui vont être subtils, et conserver mon point focal qui va être en général la zone de contraste les plus forts pour le dernier moment dans l'optique de me laisser le contrôle le plus grand. C'est vraiment toujours une étape super agréable de prendre une pâte presque blanc pur avec juste un petit peu d'ocre jaune ou un petit peu de terre de sienne ou juste un petit peu réchauffé comme ça et de venir faire jaillir ces surbrillances à des endroits que tu auras soigneusement sélectionnés. Alors ensuite on va passer à l'action finale et définitive, le vernis. Donc je vais attendre plusieurs mois et sûr que ça cicative bien. Le vernis, ça va servir à protéger la peinture des agressions extérieures et ça va aussi servir à donner une texture homogène à la peinture. Là, comme tu peux voir, je fais jouer les reflets de la lumière sur la toile et on a des zones qui sont brillantes, des zones qui sont mates, des zones qui sont un petit peu entre les deux. La peinture n'a pas un rendu homogène et ça, c'est pas très joli. Donc moi je vais faire le choix d'avoir un vernis qui est considéré comme étant semi-brillant, mais tu peux avoir beaucoup plus brillant ou alors mat, ça c'est vraiment de l'ordre du choix artistique. Quoi qu'il en soit, le vernis ça va annuler les zones qui sont plus brillantes par rapport à d'autres ou les zones qui sont plus mates par rapport à d'autres. Ça va homogénéiser la texture finale de ta peinture et c'est ça qui est important, en plus de la protection que ça apporte naturellement. Donc le vernis final tu le passes quand vraiment tu es certain de plus retoucher ta peinture. Comme son nom l'indique, il est final, tu peux pas repeindre par-dessus après. Si tu veux repeindre sur ta peinture, tu vas devoir l'effacer, tu vas devoir l'enlever avec de l'essence de pétrole, puis repasser une couche de peinture, ce qui est un petit peu compliqué. Autant être sûr de soi et puis attendre. Je vais utiliser une éponge en mousse pour le passer, le vernis. Certaines personnes le font avec un pinceau. Je pense que les deux méthodes se valent, c'est une question de préférence. Donc puisque c'est une petite peinture, j'ai pas trop à me casser la tête, j'en passe comme ça sur la toile et ensuite je l'étale tout simplement de façon homogène en essayant d'en mettre pas trop et puis pas assez non plus. Maintenant, je vais le laisser à plat le temps que ça cicative bien, que ça sèche bien, ça va relativement vite. Et là, comme tu peux voir, j'ai plus de différence de texture. Tout est uniformément brillant et c'était ça l'idée.
Bon, je suis vraiment super content de la tournure des événements avec cette peinture. Sachez que ce que vous venez de voir sur la vidéo YouTube n'est pas une version contractée de la version payante formation. Bien naturellement, il y a des thèmes communs puisque là, je viens d'énumérer les choses qui me semblaient les plus importantes. Mais à cause des nécessités du format à 15 minutes sur YouTube et des heures sur l'autre plateforme, c'est certain que c'est pas simplement la même chose en plus long ou en plus rapide. C'est vraiment un approfondissement, on va beaucoup plus loin dans chacun des paramètres. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et sachez que c'est le début d'une série, ça va arriver, il va y avoir d'autres formations qui vont se faire avec le temps aussi et j'ai bien hâte de pouvoir vous faire découvrir un petit peu tout ça. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut!